L'abomination de Dunwich de Howard Philip Lovecraft. L'hiver suivant se produisit un curieux événement, le premier voyage de Wilbur Whateley hors de la commune de Dunwich. Sa correspondance avec la Widener Library de Harvard, la Bibliothèque nationale de Paris, le British Museum, l'Université de Buenos Aires et la bibliothèque de l'Université de Miskatonic à Arkham n'avait pu lui obtenir le prêt d'un livre dont il avait terriblement besoin, si bien qu'il finit par se mettre en route en personne, râpé, sale, barbu, avec son parler barbare, pour consulter l'exemplaire de Miskatonic qui était le plus proche géographiquement. Faisant presque 8 pieds de haut et portant une valise bon marché toute neuve achetée des magasins Osborne, cette gargouille brune à face caprine apparut un jour dans les rues d'Arkham, en quête du volume tant redouté et gardé sous clé à la bibliothèque, le hideux Necronomicon de l'arabe démon Abdul al-Azared, dans la traduction latine d'Olaus Volnius, imprimé en Espagne au XVIIe siècle. Il n'avait jamais vu de ville, mais n'eut d'autre idée que de trouver le chemin de l'université. Il passa en effet sans y penser près du gros chien de garde au gros blanc qui aboya avec une fureur extraordinaire en tirant frénétiquement sur sa forteresse. Wilbur avait emmené avec lui l'exemplaire précieux mais incomplet de la version anglaise du Dr. Dee que lui avait légué son grand-père, et dès qu'on lui fournit le livre en latin, il se mit à comparer les deux textes dans le but de découvrir certains passages qui auraient dû se trouver à la page 751 de son édition. C'est là ce que, par simple politesse, il déclara au bibliothécaire, ce même savant, Henry Hermitage, diplômé de Miskatonic, docteur en philosophie de Princeton et en littérature de Johns Hopkins, qui était venu une fois à la ferme et qui l'accablait maintenant de questions courtoises. Il dut reconnaître qu'il cherchait une sorte de formule ou d'incantation contenant le nom redouté de Yog-Sothoth, et qu'il était embarrassé devant les divergences, les répétitions et les ambiguïtés qu'il rencontrait, si bien que la détermination du passage qu'il cherchait était loin d'être facile. Pendant qu'il copiait la formule qu'il avait finalement choisie, le docteur Hermitage regarda involontairement par-dessus son épaule les pages ouvertes. Celle de gauche, dans le texte latin, contenait des menaces monstrueuses contre la paix et la santé mentale du monde. Il importe aussi de ne pas croire, lut Armitage en traduisant mentalement, que l'homme soit le plus ancien ou le dernier à venir des maîtres de la terre, ou que la vie et la matière soient les seuls à fouler le sol. Les anciens furent, les anciens sont, les anciens seront. Ils ne vivent pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux, et marchent sereins, premiers hors de nos dimensions et invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est le gardien et la clé de la porte. Passé, présent, futur sont un en Yog-Sothoth. Il sait où autrefois les anciens ont franchi la brèche et où ils la franchiront encore. Il sait où ils ont foulé les champs de la terre et où ils les fouleront encore et pourquoi nul ne les voit lorsqu'ils les foulent. Parfois, près d'eux, on les reconnaît à leur odeur, mais de leur aspect nul ne sait rien, sauf lorsqu'ils ressortent dans les traits de ceux qu'ils ont engendrés parmi l'humanité. Et de cela, il y a beaucoup de sortes, allant de la ressemblance avec la véritable image de l'homme à la forme invisible et sans substance qui la caractérise. Ils errent sans qu'on les voie, empestant les lieux solitaires où les mots furent prononcés et les rites hurlés lors des saisons. Le vent jargonne leur voix et la terre grommelle leur conscience.
Il ploie la forêt et écrase la ville. Pourtant, ni forêt ni ville ne voient la main qui les frappe. Kadat, dans le désert de glace, les a connus. Et qui désormais connaît Kadat? Le désert de glace du sud et les îles englouties de l'océan renferment des pierres où leur sceau est gravé. Mais qui a posé ses yeux sur la cité des glaces et la tour scellée festonnée d'algues et de bernacles? Le grand Cthulhu est leur cousin. Pourtant, il ne peut les apercevoir. Ia, ia, Shobnigolat. Tu les reconnaîtras à leur pestilence. Leur main est sur ta gorge alors que tu ne les vois pas, et leur demeure ne fait qu'un avec ton seuil défendu. Yog-Sothoth est la clé de la porte par où les sphères communiquent. L'homme règne à présent où jadis il régnait, et ils régneront bientôt où l'homme règne à présent. Après l'hiver, l'été. Après l'été, l'hiver. Ils attendent, patients et puissants, car ils régneront encore. Le docteur Armitage, associant ce qu'il venait de lire avec ce qu'il savait sur Dunwich et ses rumeurs, celles sur Wilbur Whateley, son aura trouble et hideuse, entre une origine douteuse et l'ombre planante d'un probable matricide, fit ressurgir en lui une vague d'effroi, aussi froid que le souffle humide et glacé d'un tombeau. Ce géant à face caprine penché devant lui semblait être la progéniture d'une autre planète ou d'une autre dimension, quelque chose qui n'était qu'à moitié humain, et lié aux noirs abîmes d'essence et d'entité qui s'étendent dans les fantasmes de Titan, au-delà des sphères de la force et de la matière, de l'espace et du temps. À ce moment, Wilbur leva la tête et se mit à parler avec cette voix singulière et vibrante qui faisait supposer en lui des organes phonétiques différents de ceux du commun des mortels. Monsieur Armitage, je crois bien qu'il faut que j'emporte ce livre chez moi. Il y a dedans des choses que je dois essayer dans certaines conditions, que je peux pas les avoir là. Et ça serait péché mortel de me laisser empêcher par un simple règlement. Laissez-moi l'emporter, monsieur. Et je jure que point personne s'en apercevra. J'ai pas besoin de vous dire que j'y ferai bien attention. C'est pas moi qui ai mis cet exemplaire dans l'état qu'il est. Il s'interrompit en lisant sur le visage du bibliothécaire un refus décidé, et sa face de bouc se fit ruser. Hermitage, sur le point de lui dire qu'il pouvait copier les passages dont il avait besoin, songea soudain aux conséquences possibles et se reprit aussitôt. C'était une trop lourde responsabilité que de donner à un être pareil les clés de ces sphères impies d'outre-monde. Wilbur comprit ce qu'il en était et répondit d'un ton agacé. Bon puisque vous le prenez ainsi, peut-être qu'Harvard fera pas tant d'histoire. Et sans ajouter un mot de plus, il se leva et quitta le bâtiment à grands pas en baissant la tête à chaque porte. Armitage entendit les aboiements féroces du gros chien de garde et observa Wilbur tandis qu'il traversait de ses longues enjambées de gorille le bout du campus visible depuis la fenêtre. Il songea alors aux récits extravagants qu'il avait entendus et se rappela les vieux articles dans l'Advertiser du dimanche. Tout cela et les éléments traditionnels qu'il avait recueillis auprès des paysans et des villageois de Dunwich lors de son unique visite. Des êtres invisibles étrangers à la Terre, ou du moins à la Terre tridimensionnelle, se ruaient, fétides et redoutables, à travers les vallons de Nouvelle-Angleterre, et ruminaient indécemment sur les sommets. Il en était convaincu depuis longtemps déjà. Maintenant,
Il lui semblait ressentir la présence proche d'une partie terrible de l'horreur envahissante, et entrevoir une progression dans le ténébreux pouvoir de l'antique cauchemar, autrefois inactif. Il remit sous clé le Necronomicon, avec un frisson de dégoût, mais la pièce empestait encore d'une infection impie et inidentifiable. Tu les reconnaîtras à leur pestilence, se remémora-t-il alors. Oui, l'odeur était bien celle qu'il avait écœurée à la ferme des Watelais, moins de 3 ans plus tôt. Il pensa encore une fois à Wilbur, à sa face caprine, et eut un rire de déraison pour les rumeurs des villageois sur sa filiation. La consanguinité? Se dit-il à mi-voix. Seigneur, quel imbécile! Si on leur faisait lire le grand dieu Pan d'Arthur Machen, ils n'y verraient qu'un des scandales ordinaires à Dunwich. Quel être, quelle maudite créature invisible, sur ou hors de notre planète tridimensionnelle, a pu engendrer Wilbur Whateley? Il est né à la Chandeleur 9 mois après la nuit de Walpurgis 1912, lorsqu'on a entendu parler jusqu'à Arkham des étranges bruits sous la colline. Qu'est-ce qui a foulé les sommets des montagnes cette nuit de mai? Quelle horreur surgit à la fête de la Croix, s'est attachée au monde dans un être de chair et de sang à moitié humain. Au cours des semaines suivantes, le docteur Hermitage entreprit de réunir toutes les informations possibles sur Wilbur Whateley et les présences invisibles qui hantaient Dunwich. Il se mit en rapport avec le docteur Houghton d'Aylesbury, qui avait assisté le vieux Whateley dans sa dernière maladie, et trouva ample matière à réflexion dans les dernières paroles du grand-père, rapportées par le médecin. Une visite au village ne lui apporta rien de plus, mais l'examen attentif du Necronomicon, dans les passages que Wilbur avait si avidement recherchés, parut fournir de nouveaux et terribles indices sur la nature, les méthodes et les désirs du mal inconnu qui menaçait obscurément cette planète. Des entretiens avec de nombreux étudiants de Boston spécialisés dans les traditions occultes, et une correspondance avec beaucoup d'autres d'ailleurs, le plongèrent dans un état de stupeur grandissante, qui passa peu à peu par divers degrés d'anxiété, jusqu'à devenir un état de véritable angoisse spirituelle. À mesure que l'été avançait, il sentit confusément qu'il fallait faire quelque chose contre les terreurs embusquées dans la vallée du Haut-Miskatonic et contre l'être monstrueux connu dans le monde humain sous le nom de Wilbur Whateley.
L'abomination de Dunwich à proprement parler eut lieu entre la nuit de Lemmas et l'équinoxe en 1928, et le docteur Hermitage fut l'un des témoins de ce monstrueux prologue. Il avait appris entre-temps la grotesque visite de Wilbur Whateley à Cambridge, et ses efforts frénétiques pour emprunter ou copier le Necronomicon à la Widener Library de Harvard. Ces efforts avaient été vains, car Hermitage avait adressé des mises en garde les plus pressantes à tous les bibliothécaires qui avaient à la charge la garde du redoutable volume. Wilbur s'était montré excessivement nerveux à Cambridge, impatient d'obtenir le livre, mais presque autant de rentrer chez lui, comme s'il craignait les effets d'une absence prolongée. Au début d'août, se produisit la conséquence à laquelle on pouvait s'attendre. Aux premières heures du 3 août, le docteur Hermitage fut brusquement réveillé par les cris violents, furieux du chien féroce qui gardait le campus du collège. Grondements et aboiements sauvages se déchaînaient, profonds et terrifiants, toujours plus bruyants, mais avec des silences atrocement éloquents. Puis jaillit un cri jailli d'une toute autre gorge, un cri prêt à réveiller la moitié des dormeurs de Arkham et à hanter leurs rêves pour toujours. Un cri qui n'avait pu être poussé par aucun être vivant sur cette terre ou né sur cette terre. Hermitage enfila aussitôt en hâte quelques vêtements et traversa précipitamment la rue et la pelouse en direction des bâtiments du collège. Il vit que d'autres personnes l'avaient devancé, et il perçut les échos d'une sonnerie d'alarme qui retentissait encore, venant de la bibliothèque. Une fenêtre ouverte restait béante et noire au clair de lune. Ceux qui étaient venus avaient finalement pu entrer, car l'aboiement et le cri qui à présent s'éteignaient en un sourd mélange de grognements et de plaintes venaient incontestablement de l'intérieur. Un instinct avertit Hermitage de ce qui s'était passé là, et que ce n'était pas pour des yeux non préparés. Aussi, il repoussa la foule avec autorité tout en ouvrant la porte du vestibule. Parmi les autres, il aperçut le professeur Warren Rice et le docteur Francis Morgan, à qui il avait parlé de ses hypothèses et de ses appréhensions, et il leur fit signe à tous deux d'entrer avec lui. À part un grognement monotone et vigilant du chien, les bruits avaient complètement cessé. Mais Hermitage s'aperçut avec un sursaut que dans les arbustes, un chœur brouillant d'engoulevent avait commencé à piailler sur un rythme détestable, comme à l'unisson des derniers souffles d'un mourant. Le bâtiment était plein d'une puanteur effroyable que le docteur Hermitage ne connaissait que trop bien. Les trois hommes s'élancèrent de l'autre côté du couloir vers la petite salle de lecture de généalogie d'où venait le sourd gémissement. Pendant une seconde, personne n'osa donner la lumière. Puis Hermitage rassembla son courage et tourna le commutateur. L'un des trois, on ne sait pas trop lequel, poussa alors un cri perçant devant ce qui s'étalait entre les tables en désordre et les chaises renversées. Le professeur Rice déclare qu'il a perdu conscience un instant, sans pour autant trébucher ni tomber. Le monstre qui gisait sur le flanc, plié en deux dans une mare de fluide jaune verdâtre, d'une viscosité de goudron, mesurait près de 9 pieds, et le chien avait arraché tous les vêtements et une partie de la peau. Il n'était pas tout à fait mort, et se convulsait en silence par à-coups tandis que sa poitrine se soulevait, étonnamment accordée aux cris déments des engoulevents qu'on entendait dehors. Des bouts de chaussures et de tissus jonchaient la pièce, et juste sous la fenêtre, un sac de toile vide traînait là où manifestement on l'avait jeté. Un revolver était tombé près du bureau central.
Une cartouche bosselée mais non déchargée expliquait pourquoi il n'avait pas servi. Le monstre lui-même, néanmoins, évassait toute autre image pour l'instant. Il serait banal et inexact de dire que la chose était indescriptible par des plumes humaines, mais on peut avancer avec raison que pour se le représenter avec quelque vérité, il ne faut pas associer trop étroitement les notions d'aspect et de contour avec les formes vivantes ordinaires de cette planète et avec les 3 dimensions connues. Il était partiellement humain, sans aucun doute, avec ses mains et la tête d'homme, ainsi que sa face de bouc sans menton, portait ainsi la marque des Watley. Mais le torse et le bas du corps relevaient d'une tétralogie fabuleuse, au point que seuls d'amples vêtements avaient pu lui permettre de se déplacer sur Terre, sans être interpellé ou supprimé. Au-dessous de la taille, il était semi-anthropomorphe. Bien que sa poitrine, que le chien attentif tenait encore dans ses griffes, fût recouverte d'un cuir réticulé comme celui du crocodile ou d'un alligator, le dos, bigarré de jaune et de noir, évoquait vaguement la peau squameuse de certains serpents. Au-dessous de la ceinture, c'était bien pire, car toute ressemblance humaine cessait et on commençait à apercevoir la totale fantasmagorie. Il était couvert d'une épaisse et rude fourrure noire, et de l'abdomen pendaient mollement 20 longs tentacules gris verdâtres munis de ventouses rouges. Ils étaient bizarrement disposés selon les symétries de quelques géométries cosmiques inconnues à la Terre ou au système solaire. À chacune des extrémités, profondément enfoncées dans une sorte d'orbite rose munie de cils, s'ouvrait ce qui semblait être un œil rudimentaire. En guise de queue, une espèce de trompe ou d'antenne marquée d'anneaux violets et qui, selon certains indices, devait être l'ébauche d'une bouche ou d'une gorge. Les autres membres, à part leur fourrure noire, ressemblaient grossièrement aux pattes arrière des sauriens géants de la Terre préhistorique. Ils se terminaient en bourrelets navrurés d'arêtes qui n'étaient ni des sabots ni des pattes. Quand la créature respirait, sa queue et ses tentacules changeaient de couleur, au même rythme, comme par un phénomène circulatoire normal, et dans la branche non humaine de son ascendance. Ceci s'observait dans ses tentacules par un assombrissement de la teinte verdâtre, tandis que, dans la queue, un aspect jaunâtre s'alternait avec un blanc grisâtre malsain entre les anneaux violets. Il n'y avait pas de sang à proprement parler, rien que la fétide humeur jaune verdâtre qui suintait sur le plancher peint autour de la flaque visqueuse, laissant derrière elle une étrange décoloration. La présence des 3 hommes parut ranimer la créature mourante, qui se mit à marmonner sans tourner ni lever la tête. Le docteur Hermitage ne garda pas de traces écrites de ses grimaces, mais il affirme absolument que pas un seul mot d'anglais ne fut prononcé. Au début, les syllabes défiaient tout rapprochement avec le langage humain, mais vers la fin, il apparut quelques fragments incohérents, manifestement empruntés au Necronomicon, ce monstrueux blasphème dont la quête avait causé la perte de lettres indéfinissables. Ces fragments, tels qu'Hermitage se les rappelle, donnaient quelque chose comme Nge, nga, nga, bukshogog, ya, yoksotot, yoksotot. Ils s'estompèrent jusqu'au néant, tandis que les engoulevents criaient en des crescendos rythmés d'une infernale impatience. Puis le halètement s'arrêta, et le chien, levant la tête, poussa un long hurlement lugubre. Un changement s'opéra dans la face de bouc jaune du monstre abattu, et les grands yeux noirs s'affaissèrent effroyablement. Dehors, le bruit perçant des engoulevents avait soudainement cessé,
et au-dessus des murmures de la foule qui se formait, monta un bruissement, un battement d'ailes affolé. Devant la lune, des nuées immenses de guetteurs emplumés s'élancèrent et disparurent, terrorisés par ce dont ils avaient cherché à faire leur proie. Brusquement, le chien eut un sursaut, poussa un aboiement de frayeur et bondit fébrilement par la fenêtre qu'il avait franchie pour entrer. Une clameur monta dans la foule, et le docteur Armitage cria aux hommes de dehors que personne ne devait entrer avant l'arrivée de la police ou du médecin légiste. Se félicitant que les fenêtres fussent trop hautes pour permettre de regarder à l'intérieur, il tira soigneusement les rideaux sombres devant chacune. À ce moment, 2 agents de police s'étaient présentés, et le docteur Morgan, allant à leur rencontre dans le vestibule, les pressait vivement d'attendre que le médecin légiste arrive dans la salle de lecture empestée et que l'on puisse recouvrir ce qui gisait là. Pendant ce temps, d'effroyables métamorphoses s'accomplissaient sur le plancher. Il est inutile de décrire le genre et le degré de réduction et de désintégration qui se produisirent sous les yeux du docteur Armitage et du professeur Rice. Mais il est permis de dire que, en dehors de l'aspect extérieur du visage et des mains, Wilbur Whateley n'avait pas dû avoir grand-chose de réellement humain. Quand le médecin légiste arriva, il ne restait sur les lattes peintes qu'une masse visqueuse, blanchâtre, et l'odeur monstrueuse avait presque disparu. Wilbur Whateley n'avait apparemment ni crâne ni squelette osseux, du moins pas au sens réel et précis. Il tenait cela en quelque sorte de son père inconnu. Tout cela, pourtant, ne fut que le prologue de la véritable abomination de Dunwich. Des hauts fonctionnaires stupéfaits procédèrent aux formalités habituelles. On cacha à la presse et au public les détails anormaux, et l'on envoya à Dunwich et à Aylesbury des hommes chargés de recenser les biens du défunt Wilbur Whateley, et d'en avertir tous ceux qui pourraient être considérés comme ses héritiers. Ils trouvèrent le pays dans une grande agitation, en raison à la fois des grondements croissants sous les collines arrondies, de la puanteur extraordinaire et des bruits de houle et de clapotement qui s'élevaient de plus en plus fort de la grande coque vide qu'était devenue la ferme abandonnée des Whateley. Earl Sawyer s'occupait du bétail et des chevaux en l'absence de Wilbur, était en proie à un état nerveux terrible. Les fonctionnaires trouvèrent des excuses pour ne pas pénétrer dans la bruyante demeure barricadée, et se contentèrent d'une seule visite pour passer en revue le logement du défunt et les appentis récemment réparés. Ils déposèrent au tribunal d'Aylesbury un immense rapport, et l'on dit que l'héritage est toujours en litige entre les innombrables Whateley, de la branche dégénérée ou saine dans la vallée du Haut-Miskatonic. Un manuscrit presque interminable, en caractères étranges écrits sur un registre géant, et considéré comme une sorte de journal à cause des espacements et des changements d'encre et d'écriture, intrigua considérablement ceux qui le découvrirent sur le vieux bureau qui servait de pupitre à son propriétaire. Après une semaine de discussion, on l'envoya à l'université de Miskatonic, en même temps que la collection de livres étranges du défunt, pour étude et, si possible, traduction. Mais les meilleurs linguistes eux-mêmes virent immédiatement qu'il serait très difficile à déchiffrer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de traces des antiques pièces d'or qu'utilisaient Wilbur et son grand-père pour payer leurs dettes de bétail. Ce fut le 9 septembre, à la nuit tombante, que l'abomination de Dunwich se déchaîna. Les bruits des collines avaient été très forts pendant la soirée, et les chiens aboyèrent frénétiquement toute la nuit.
Les premiers levés, le 10, remarquèrent dans l'air une particulière puanteur. Vers 7 heures, Luther Brown, le petit valet de ferme de chez George Corey, entre Cold Spring Glen et le village, rentra en courant du pré des 10 arpents, où il avait mené les vaches ce matin-là. Il était presque convulsé de terreur quand il surgit en trébuchant dans la cuisine. Et dehors dans la cour, piétinant et meuglant d'une voix lamentable, le troupeau avait suivi le garçon, dont il partageait l'affolement. Haletant, Luther essaya de balbutier son histoire devant Madame Corey. Là-haut, sur la route de l'autre côté du ravin, Madame Corey. Il y a quelque chose qui est passé par là. Ça sent comme le tonnerre et les buissons. Et les petits arbres, ils sont repoussés de la route, comme s'il y avait traîné une maison. Et ça, c'est pas le pire. Il y a des marques sur la route, Madame Corey. De grandes marques rondes, grosses, comme une barrique tout enfoncée profond, comme si un éléphant serait passé. Mais il y a bien plus qu'on peut y faire, avec 4 pattes. J'en ai regardé une ou deux avant de me sauver, et j'ai vu que c'était couverte de lignes qui s'étaient étalées. Tout autour, comme s'il y avait enfoncé sur la route une grande feuille de palmier, mais 2 ou 3 fois plus grosse comme un asson. Et l'odeur était abominable, pareil qu'autour de la vieille maison du sorcier Watley. Il s'interrompit et sembla repris du frisson de peur qu'il avait lancé à pleines jambes sur le chemin du retour. Madame Corey, n'ayant pas pu en tirer d'autres informations, se mit à téléphoner aux voisins, propageant ainsi une panique qui annonçait de plus grandes terreurs. Quand elle eut au bout du fil Sally Sawyer, la gouvernante de chez Seth Bishop, le plus proche voisin des Watley, ce fut son tour d'écouter au lieu de raconter. Car Chauncey, le fils de Sally, qui dormait mal, était monté sitôt levé sur la colline du côté de chez les Watley, pour en revenir à toute allure, épouvanté, après un coup d'œil sur la ferme et sur les pâturages où les vaches de M. Bishop avaient passé la nuit. Oui, Mme Corey. Chauncey est revenu au galop. Il pouvait pas seulement parler tellement qu'il avait peur. Il dit que la maison du vieux Watley est tout éclatée, avec des poutres partout, comme s'il y avait eu de la dynamite dedans. Il y a que le plancher qui est pas crevé. Mais il est couvert d'un genre de goudron qui pue terriblement et qui coule par terre tout autour de la charpente des murs. Ils ont sauté. Et il y a des marques terribles dans la cour aussi. Des grosses marques rondes, pareilles qu'une barrique, et toutes gluantes de ce truc comme la maison éclatée. Chauncey dit qu'elle mène dans les prés, où il y a une grande piste écrasée, plus large qu'une grange, et tous les murs de pierre y sont écroulés de partout où que ça passe. Et il dit comme ça à Mme Corey qu'il a pensé à chercher les vaches de Seth, terrifié comme il était. Et il les a trouvées dans le pré tout en haut, près du bal du diable, dans un drôle d'état. La moitié a disparu. Et la moitié de ce qui reste, on y a sucé le sang, avec des plaies comme il y en avait toujours sur les bêtes au Watley. Depuis que le petit Noirot de la vigne est né, Seth à présent, il est sorti pour les voir, mais je suis sûre qu'il n'ira pas tout près de chez le sorcier Watley. Chauncey a pas regardé où il menait la grande piste écrasée après la prairie. Mais il a dit que c'est peut-être ben vers la route du ravin qui va au village. Je vous le dis, Mme Corey, il y a quelque chose qui traîne qui ne devrait pas. Et moi, pour commencer, je pense que ce Noirot de Wilbur Watley, qui a eu la fin qu'il méritait, a manigancé tout ça. Il n'était pas vraiment humain, je l'ai toujours dit. Et je pense que lui et le vieux Watley ont fait pousser quelque chose dans cette maison toute fermée qui était encore moins humain qu'eux. Il y a toujours eu des choses invisibles autour de Dunwich, des choses vivantes, des choses pas humaines, qui sont pas bonnes pour les humains. La terre a parlé l'autre nuit. Et sur le matin, Chauncey, il a entendu des engoulevents à Cold Spring Glen, si fort qu'il pouvait plus dormir. Puis, il a cru entendre autre chose vers chez le sorcier Watley, comme du bois fendu et arraché, pareil qu'une grosse boîte ou un cajot qu'on ouvre de force. Enfin, avec tout ça, il n'a pas pu dormir jusqu'à lever du soleil. Et sitôt debout, a fallu qu'il aille voir ce qu'il y avait. L'on avait assez vu. Je vous le dis, Mme Corey, c'est pas bon signe. Je pense que tous les hommes devraient bien se mettre en groupe pour faire quelque chose.
Je sens venir une chose terrible. Et peut-être ben que mon heure est venue. Mais Dieu seul sait, au juste ce que c'est. Votre Luther, as-tu vu où sont les grosses marques? Non? Bah même qu'aurait. Si c'est sur la route du ravin de ce côté-ci, et qu'elles sont pas encore à votre maison, on peut compter qu'elles vont dans le ravin. Pas vrai? J'ai toujours dit que Cold Spring Glen, c'est pas un endroit sain ni convenable. Les engoulevents et les lucioles se conduisent jamais là-bas comme des créatures de Dieu. Et y en a qui disent qu'on entend des créatures bizarres qui dévalent et qui causent si on se met au bon endroit, entre les éboulis et la grotte de l'ours. À midi, les trois quarts des hommes et des gamins de Dunwich, attroupés sur les routes et les prairies entre les nouvelles ruines des Watley et Cold Spring Glen, examinèrent avec horreur les larges et monstrueuses empreintes, le bétail estropié de Bishop, les décombres étranges et répugnants de la ferme, la végétation écrasée et foulée des champs et des talus. Ce qui s'était déchaîné sur le monde avait dû sans aucun doute s'enfoncer dans le grand ravin sinistre, car tous les arbres qui le bordaient étaient tordus et brisés, et une large avenue avait été creusée dans les broussailles de la pente abrupte, comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui poussait sur la pente presque verticale. Aucun bruit ne montait du fond, mais demeurait néanmoins une lointaine et indéfinissable puanteur. Il n'est ainsi pas étonnant que les hommes aient préféré rester au bord pour discuter, plutôt que de descendre braver dans son repaire l'horreur cyclopéenne inconnue. Trois chiens qui se trouvaient avec eux, après avoir aboyé furieusement au début, devinrent soudainement timides et hésitants en approchant du ravin. On annonça les nouvelles par téléphone au Aylesbury Transcript. Mais le rédacteur en chef, habitué aux histoires folles de Dunwich, se contenta de rédiger un pamphlet satirique, lequel fut bientôt repris peu de temps après par l'Associated Press. Cette nuit-là, chacun rentra chez soi et toutes les maisons et les granges furent soigneusement barricadées. Inutile de dire qu'on ne laissa aucun bétail dans les pâturages en plein vent. Mais vers 2 heures du matin, une effroyable puanteur et les aboiements furieux des chiens réveillèrent la maison de Elmer Fry, du côté est de Cold Spring Glen. Et tous reconnurent qu'ils entendaient une sorte de bruissement ou de clapotis étouffé, quelque part dehors. Madame Fry proposa de téléphoner aux voisins, et Elmer allait accepter lorsque un bruit de bois qui se fend interrompit leurs réflexions. Il venait apparemment de la grange, et fut immédiatement suivi d'un piétinement et de cris affreux parmi le bétail. Les chiens, la baffe à la bouche, se tapirent aux pieds de la famille paralysée de terreur. Elmer Fry alluma une lanterne par la force de l'habitude, mais il savait bien que s'aventurer dans la cour obscure de la ferme serait courir à une mort certaine. Les enfants et les femmes gémissaient, mais se gardaient de crier par un reste d'obscur instinct de défense qui les persuadait de garder le silence afin de préserver leur vie. Finalement, le vacarme du bétail fit place à des plaintes pitoyables, auxquelles succédèrent un claquement, un fracas et des craquements terribles. Les Fry, blottis les uns contre les autres dans le salon, n'osèrent plus bouger tant que les derniers échos ne se furent pas éteints tout au fond de Cold Spring Glen. Alors, au milieu des gémissements lugubres de l'étable et des piaillements démoniaques des derniers engoulevents dans le ravin, Selina Fry alla d'un pas chancelant jusqu'au téléphone pour répandre la nouvelle de cette seconde phase de terreur. Le lendemain, tout le pays était en proie à la panique. Des groupes craintifs et taciturnes allaient et venaient sur les lieux de l'abominable événement. 2 pistes titanesques de destruction s'étendaient du ravin à la ferme des Fry. Des empreintes monstrueuses couvraient les zones de terre dénudée, et tout un côté de la vieille grange rouge était complètement effondré. Du bétail, un quart seulement put être retrouvé et identifié. Il ne restait que des fragments singuliers de certaines bêtes, et il fallut abattre celles qui vivaient encore.
Earl suggéra alors de demander de l'aide à Aylesbury ou à Arkham, mais les autres soutinrent que c'était inutile. Zebulon Whatley, d'une branche qui oscillait entre la dégénérescence et la branche saine des Whatley, fit mystérieusement des insinuations extravagantes à propos des rites qu'il faudrait célébrer au sommet des collines. Il venait d'une lignée où les traditions restaient très fortes, et ses souvenirs des psalmodies au milieu de ces grands cercles de pierre n'avaient aucun rapport avec Wilbur et son grand-père. La nuit tomba sur un pays accablé, trop passif pour organiser une véritable défense efficace. Quelques rares familles très unies se regroupèrent pour veiller dans l'obscurité sous un même toit. Mais en général, on ne fit que répéter les précautions de la nuit précédente. Ces gestes inefficaces et dérisoires, tels que charger des mousquets ou encore garder les fourches à portée de main. Néanmoins, rien ne se produisit, hormis les bruits dans les collines. Et lorsque le jour se leva, il y en eut plus d'un qui espérait que cette nouvelle abomination était partie aussi vite qu'elle était venue. Des hommes intrépides proposèrent même une expédition au fond du ravin, et finirent par se raviser de donner l'exemple en raison de la majorité peu enthousiaste. Le soir venu, on s'enferma à nouveau, mais il y eut moins de veillées de famille. Le matin, chez les Fry comme chez les Bishop, on rapporta l'excitation des chiens et la puanteur qui régnait au loin, tandis que des explorateurs matinaux remarquèrent avec horreur une série d'empreintes monstrueuses toutes fraîches sur la route qui contourne Sentinel Hill. Comme auparavant, les bords de la route témoignaient par leurs ravages de la masse formidable de la blasphématoire abomination qui s'était aventurée là. La disposition des traces semblait prouver un passage dans les deux sens, comme si la montagne en marche était venue de Cold Spring Glen et y était retournée par le même chemin. Au pied de la colline, une foulée d'arbustes écrasés sur 30 pieds de large montait à pic, et les chercheurs stupéfaits constatèrent que les pentes les plus raides ne faisaient pas dévier l'inexorable piste. Quelle que fût cette horreur, elle pouvait escalader une falaise rocheuse abrupte d'une verticalité presque absolue. Et quand ils eurent gagné le fait de la colline par les voies plus praticables, les enquêteurs s'aperçurent que la piste finissait là, ou plutôt qu'elle en repartait. C'était là que les Whatley allumaient leur feu et psalmodiaient leur rite d'enfer près de la table de pierre, la veille du 1er mai et de la Toussaint. À présent, cette même pierre était le centre d'un vaste espace foulé à mort par le monstre de cauchemar. Et le sol, légèrement concave, portait une boue épaisse et fétide de la même viscosité bitumeuse qu'on avait déjà remarquée sur le plancher de la ferme détruite des Whatley lorsque l'abomination s'en était échappée. Les hommes se regardèrent en murmurant, puis ils examinèrent le bas de la colline. Manifestement, le monstre avait pris pour descendre le même chemin que pour monter. Toute hypothèse était vaine. La raison, la logique, les notions normales de motivation se trouvaient renversées. Et seul le vieux Zebulon Whatley, qui n'était pas avec eux, aurait pu être à la hauteur de la situation pour suggérer une explication plausible. La nuit du jeudi débuta comme les autres, mais elle s'acheva moins bien. Dans le ravin, les engoulevents crièrent avec tant d'insistance que beaucoup de gens ne purent dormir. Et vers 3 heures du matin, tous les téléphones de la ligne commune sonnèrent furieusement. Ceux qui décrochèrent entendirent une voix folle de terreur hurler. « Au secours ! Oh mon Dieu !» Certains crurent entendre aussitôt après l'exclamation un fracas dantesque. Ce fut tout. Personne n'osa bouger et personne ne sut jusqu'au matin d'où venait l'appel. Alors ceux qui l'avaient reçu appelèrent tous les autres sur la ligne, et l'on s'aperçut bien vite que seuls les Fry ne répondaient pas. La vérité se révéla 1 heure plus tard, lorsqu'un groupe d'hommes armés hâtivement réunis parvint péniblement chez les Fry au sommet du ravin. C'était horrible plutôt que surprenant, à vrai dire.
Il y avait de nouvelles foulées et des empreintes monstrueuses, mais il n'y avait plus de maison. Elle était écrasée comme une coquille d'œuf, et parmi les ruines, on ne découvrit rien de vivant ni de mort. Rien que puanteur et viscosité bitumeuse. Les Fry avaient été gommés de Dunwich.